Il y a quelque chose d'inconfortable à accepter que la plupart de ce que nous faisons est destiné à être vu, approuvé ou reconnu. Nous avons été entraînés à rechercher les applaudissements, à mesurer notre valeur à la réaction des autres, comme si l'estime de soi était un compte bancaire qui ne croît qu'avec des dépôts externes. Mais tout cet effort a un coût. L'anxiété de ne pas être à la hauteur, la fracture intérieure qui surgit lorsque nos actions ne naissent pas de conviction, mais du besoin d'appartenance. Le stoïcisme n'est pas une pose froide ou indifférente, c'est un ajustement brutal des priorités. C'est comprendre que le véritable pouvoir ne fait pas de bruit, ne demande pas la permission et ne vit pas des regards des autres. Il y a une autorité silencieuse chez celui qui maîtrise ses propres réactions, chez celui qui choisit le calme lorsque tout pousse à exploser. La plupart vivent piégés dans un mécanisme mental de réponse automatique, esclaves de l'impulsion, accros à la validation. Mais la cohérence entre ce que tu penses et ce que tu fais, cette discipline de rester ferme sans avoir à prouver, est magnétique dans un monde surstimulé. La présence authentique ne se construit pas en public, mais dans l'entraînement quotidien du caractère, dans le renoncement conscient à la superficialité. Tu n'as pas besoin d'impressionner pour avoir de la valeur. Le calme est une déclaration de force. Aujourd'hui, je vais te montrer 8 attitudes qui non seulement changent la façon dont tu te vois, mais surtout la façon dont les autres te perçoivent. Parce que la véritable attraction vient de l'intérieur et commence au moment où tu décides d'arrêter de demander la permission d'être toi-même. 1. Maîtrise tes impulsions, pas tes mots. Une impulsion incontrôlée est comme une dette que tu signes sans lire les petites lignes. L'émotion te procure une gratification instantanée, mais la facture ne tarde pas à arriver. Chaque fois que tu te laisses emporter par ce que tu ressens sur le moment, par l'urgence de répondre, par la tentation de te défendre ou de chercher l'approbation, tu hypothèques ton intégrité. Ce n'est pas toi qui décides, mais cette réaction automatique qui transforme tes mots en un produit de fabrication, identique à celui de millions d'autres qui ne s'arrêtent pas non plus avant de parler. C'est là que la plupart se trompent. Ils croient que le pouvoir réside dans le fait d'avoir le dernier mot, de répondre rapidement, de se montrer fort à travers un discours spirituel. Mais la vérité est que le véritable pouvoir ne s'exerce pas à la surface de ce qui est dit, mais à la racine de ce que tu gardes silencieux et choisis de ne pas faire. Maîtriser tes mots sans avoir maîtrisé tes impulsions, c'est comme peindre une façade pendant que la structure se fissure de l'intérieur. Le piège est subtil. Nous confondons autocontrôle avec répression et silence avec soumission, car on nous a appris à mesurer notre valeur dans la réaction visible, dans la réponse immédiate, dans la défense d'un ego qui craint la moindre fissure. Mais la réalité psychologique est autre. Celui qui maîtrise ses impulsions peut supporter le poids de son inconfort sans que cela ne le détruise, peut observer comment le sang bout et pourtant choisir le calme. Il n'y a pas de véritable magnétisme chez celui qui a besoin d'être entendu à tout prix, mais chez celui qui n'a pas peur de perdre en protagonisme, chez celui qui se permet le luxe de laisser passer, de ne pas intervenir, de ne pas justifier chaque mouvement. Car l'impulsion te rend prévisible et par conséquent faible. L'autocontrôle, en revanche, multiplie ta présence car il révèle que tu n'as besoin de rien ni de personne. Être maître de soi exige un type d'honnêteté brutale. Reconnaître combien de fois tu as parlé juste pour ne pas te sentir ignoré. Combien de fois tu as donné ton avis juste pour ne pas paraître faible. Combien de fois tu as réagi par peur que le calme soit interprété comme de la lâcheté. C'est cette fracture qu'il faut regarder en face. L'esprit réagit, cherche la sécurité dans les vieux raccourcis de l'habitude. Mais le caractère se façonne lorsque tu décides que tout stimulus ne mérite pas de réponse. Tu n'es pas tes impulsions. Tu es ce que tu choisis d'en faire. L'autocontrôle est le muscle le moins entraîné et pourtant le plus nécessaire dans un monde qui glorifie le bruit et méprise la pause. Se taire n'est pas se rendre. C'est s'élever au-dessus de l'instinct et décider où il vaut vraiment la peine d'investir ton énergie.
Au début, résister à l'urgence de parler ou de réagir peut sembler un sacrifice insupportable. Il y a une sorte de vertige dans l'attente, dans le maintien du regard, lorsque tout en toi exige de se lancer dans la défense ou la démonstration. Mais là, dans cette microseconde de retenue, commence le véritable domaine. N'importe qui peut se laisser emporter par une impulsion. Très peu sont capables de la domestiquer, de l'observer sans céder, de la laisser passer sans perdre l'équilibre intérieur. Si tu dois choisir entre être entendu et être cohérent, choisis toujours la cohérence. L'applaudissement des autres dure quelques secondes. La paix d'avoir fait ce qui est juste beaucoup plus longtemps. N'oublie jamais cette ligne. Celui qui maîtrise ses mots est admiré, mais celui qui maîtrise ses impulsions est inébranlable. La prochaine fois que tu ressentiras l'impulsion d'intervenir, de te justifier, de chercher à être remarqué, demande-toi si cette urgence naît de ta force ou de ton insécurité. Le silence est inconfortable seulement pour celui qui dépend de l'acceptation des autres. Tu n'as pas besoin de remplir le vide avec des mots. Le soutenir, l'habiter et décider depuis là te différencie des autres. Te maîtriser est le seul moyen d'être vraiment libre. Ta valeur ne se mesure pas à ce que tu dis, mais à ce que tu es capable de garder silencieux. Fais du silence ta plus grande présence. Dans la salle d'attente d'un bureau, les regards se croisent, de légers gestes d'inconfort, des doigts qui tambourinent sur la coudoir d'une chaise, des respirations contenues. Certains vérifient compulsivement leur téléphone, d'autres se recoiffent encore et encore ou tapotent nerveusement du pied sous la table. L'atmosphère est chargée d'une tension subtile. Chaque personne semble piégée dans l'urgence d'être vue, d'occuper un espace, de marquer sa présence, même si c'est avec un soupir plus fort que nécessaire. Cependant, il y a toujours quelqu'un de différent. Cette personne qui ne se bat pas pour l'air ni pour l'attention, qui reste silencieuse, les yeux sereins, le dos droit, sans chercher refuge dans l'écran, ni dans les mouvements automatiques de ceux qui craignent de passer inaperçus. Son immobilité est si frappante qu'elle se fait sentir même avant qu'elle ne prononce un mot. Sa présence pèse plus que n'importe quelle conversation superficielle qui se croise dans la salle. Le silence authentique n'est pas l'absence de mots, mais une façon d'habiter le moment avec une telle conviction et clarté que tout ce qui est superflu devient irrélevant. Cette calme, qui n'a pas besoin d'être expliquée, qui ne dépend pas de gestes grandiloquents ni de rires forcés, génère une attraction difficile à ignorer. Celui qui est capable de se maintenir dans ce silence transmet quelque chose d'inhabituel. Maîtrise de soi, confiance dans l'essentiel, détachement de la nécessité d'impressionner. C'est une sensation que l'on peut percevoir dans de minuscules détails, dans le calme de la respiration, dans la manière de regarder sans anxiété, dans la posture ferme mais détendue. Pendant que les autres s'épuisent à chercher l'approbation, celui qui a appris à être silencieux devient un aimant naturel, quelqu'un dont la simple présence désarme les mécanismes habituels de concurrence et de comparaison. Fais du silence ta plus grande présence. La véritable autorité ne crie pas, ne s'impose pas de l'extérieur. Elle émerge d'une cohérence interne qui se cultive loin du tumulte. Il y a une différence abyssale entre celui qui se tait par peur et celui qui choisit de se taire par décision personnelle. Le premier se cache, le second s'affirme. Seul celui qui a entraîné son esprit à ne pas réagir à chaque stimulus parvient à observer de l'extérieur le défilé d'émotions et d'opinions qui agitent les autres. La sérénité est un résultat direct de cet entraînement. C'est le produit de nombreux petits renoncements à la nécessité d'avoir raison, d'être remarqué, de remplir chaque vide avec des mots inutiles. Se taire, dans ce contexte, n'est pas de la résignation mais du pouvoir. Ce n'est pas de la soumission, mais de la liberté. Dans un monde qui récompense l'immédiat et punit la pause, maintenir le silence est un acte de rébellion consciente. Celui qui ne se précipite pas à donner son avis devient imprévisible, et de cette imprévisibilité naît le respect véritable. Il ne s'agit pas de chercher du mysticisme dans le mutisme, mais de comprendre que toute réaction automatique est une cession de pouvoir.
celui qui maîtrise l'art de garder le silence, d'observer avant d'agir, de mesurer le moment et de décider si quelque chose mérite d'être dit, cultive une présence qui ne dépend ni du hasard ni de l'opinion des autres. Cela se remarque dans les petites choses, dans la façon dont tu écoutes sans interrompre, dans ta capacité à résister à l'impulsion de te justifier, dans la force de rester ferme lorsque les autres se dispersent dans la verbiage. Ne cherche pas à remplir chaque espace avec des mots. Apprends à porter le poids de ton propre silence. L'autocontrôle se cultive dans ces moments inconfortables où la tentation d'intervenir est presque insupportable. Seuls ceux qui ont traversé ce feu intérieur comprennent que le silence, bien soutenu, est une déclaration d'indépendance. Tu n'as pas besoin d'être le protagoniste pour être le référent. Le silence est une présence multipliée. Celui qui endure l'inconfort gagne en autorité. Ton plus grand pouvoir réside dans ce que tu choisis de ne pas dire. 3. Observe avant d'agir, décide avec calme. Il est épuisant de l'admettre, mais la plupart du temps, tu n'observes rien. Tu réagis simplement, tu répètes ce que ton esprit a appris à faire pour éviter l'inconfort et te sentir en sécurité. Tu diras que tu es réfléchi, que tu analyses avant d'agir, mais en réalité, tu prends tes sensations comme boussole et tu appelles intuition, ce qui est en vérité de la peur, de l'anxiété ou une habitude déguisée en certitude. Tu es expert pour justifier des impulsions, pour défendre des décisions dont tu ne sais même pas d'où elles viennent, pour baptiser spontanéité, ce qui n'est rien d'autre qu'une réponse automatique. Ce n'est pas de l'honnêteté, c'est de la paresse mentale. Ta phrase préférée est « c'est comme ça que je suis, je réagis vite, je ne peux pas m'en empêcher ». Oui, tu peux. Ce que tu ne veux pas, c'est faire face à l'inconfort d'attendre, de regarder en face ton propre désordre intérieur et de ne pas bouger jusqu'à ce que tu le comprennes. Car observer avant d'agir exige une brutalité envers soi-même, exige de démonter le mécanisme d'urgence que tu as cultivé depuis l'enfance. Tu préfères l'adrénaline du saut à l'inconfort de rester immobile, et c'est pourquoi tu te perds, parce que tu sautes sans voir, parce que tu décides dans l'affolement et non dans le calme. Il ne s'agit pas de devenir un spectateur passif, ni de te figer dans l'inaction, mais de comprendre qu'à chaque fois que tu agis sans observer, tu deviens une marionnette de tes impulsions les plus primitives. Tu as normalisé ce court-circuit entre stimulus et réponse comme si ta vie était une série de réflexes incontrôlables. Mais la vérité est que cette rapidité te coûte cher. Tu perds autorité, crédibilité et surtout énergie. L'autocontrôle se forge dans l'espace qui sépare la perception de la réaction. Cet espace existe, même si ton esprit essaie de l'effacer pour ne pas faire face à l'inconfort qui l'habite. Pourquoi as-tu si peur de regarder avant de sauter? Parce que dans cet intervalle, tu vois tes contradictions, tes peurs, l'insécurité que tu dissimules avec des mots rapides ou des actions impulsives. Personne ne te le dit en face, mais tout le monde le perçoit. La personne qui ne s'observe pas avant d'agir transmet de la fragilité, transmet de l'incohérence. Le calme, en revanche, impose le respect sans avoir besoin de mots. Il ne s'agit pas d'être froid ou distant. Il s'agit de filtrer tes impulsions avec un regard honnête et impitoyable. Observe ton premier désir d'intervenir, ton première impulsion de te défendre, de prouver quelque chose, et ne fais rien. Regarde simplement. Cette pause inconfortable est le filtre qui sépare la force authentique du bruit mental. Celui qui apprend à s'observer avant d'agir devient maître de son énergie, sait quand l'investir et quand la garder. Il ne se dépense pas à prouver. Il ne se trahit pas en cédant au premier mouvement interne. Ici, il n'y a pas de formule magique. Il s'agit d'entraîner, de supporter l'ardeur psychologique que produit le fait de voir tes propres réactions sans anesthésie ni justification. La plupart ne supportent pas ce poids, et c'est pourquoi ils restent les mêmes, piégés dans une danse d'impulsion qui ne mène jamais à rien de solide.
Décider avec calme n'est pas la même chose que de retarder ta vie ou de repousser des décisions importantes. C'est choisir depuis la clarté, non depuis le tremblement de l'urgence, ni le bruit de la pression extérieure. Si tu t'habitues à cet espace entre le stimulus et l'action, si tu deviens témoin et non esclave de ce que tu ressens, tu commences à gagner un type de présence que personne ne peut acheter ni feindre. Personne n'admire celui qui réagit à tout. Tout le monde respecte celui qui décide avec fermeté, celui qui ne se laisse pas manipuler par des émotions passagères. La différence réside dans l'origine de ton acte. Agis-tu parce que tu as choisi consciemment ou parce que tu n'as pas supporté l'inconfort d'attendre? Il n'y a pas d'excuse. La maîtrise s'entraîne chaque jour, dans chaque conversation, dans chaque petite provocation qui te demande de décider si tu répondras comme d'habitude ou si, pour une fois, tu oseras vraiment regarder avant d'agir. Le calme est un pouvoir accumulé. Ne l'oublie pas. Celui qui observe gagne. Celui qui décide avec calme devient inébranlable. Ne continue pas à donner ton énergie en échange d'une décharge momentanée. Commence à observer, même si cela fait mal. Décide depuis le calme, même si cela prend plus de temps. C'est la seule façon de devenir quelqu'un qui ne dépend pas de l'approbation des autres, mais de sa propre maîtrise intérieure. L'autocontrôle ne se prouve pas, il se ressent dans la manière dont tu choisis ton prochain mouvement. 4. Sois cohérent entre ce que tu penses et ce que tu fais. Rien ne te fragilise autant que l'incohérence entre ce que tu penses et ce que tu fais. Cette fracture, bien que beaucoup essaient de la dissimuler, est impossible à cacher. Elle se filtre dans tes gestes, dans la manière dont tu parles, dans le poids de tes décisions et dans la qualité de tes relations. Si tu t'habitues à penser une chose et à faire une autre, tu deviens ton pire ennemi. Au début, cela semble inoffensif. Tu tais une vérité par commodité. Tu fais le contraire de ce que tu crois juste pour éviter un conflit. Tu te trahis par de petites concessions quotidiennes que personne ne semble remarquer. Mais chaque incongruité s'accumule comme une dette intérieure. Tu perds le respect de toi-même et cette usure silencieuse finit par se refléter à l'extérieur. Personne ne fait pleinement confiance à celui qui ne s'appuie pas sur ses propres principes. La cohérence est la seule base solide pour construire une autorité réelle, une présence authentique et des relations durables. La cause principale de ce désajustement se trouve souvent dans la peur. Peur de décevoir, de perdre des opportunités, d'être jugé. Tu laisses la pression extérieure dicter tes actes, sacrifiant ton intégrité au nom de l'acceptation. Le problème, c'est qu'une fois que tu cèdes, la fois suivante est plus facile. L'esprit apprend le raccourci et en fait une habitude. Tu réagis sans réfléchir, tu justifies l'injustifiable et, quand tu t'en rends compte, tu es une version diluée de toi-même. L'incohérence ne te prive pas seulement de ton magnétisme. Elle mine ton énergie mentale, te vole ta clarté et te rend otage de tes propres contradictions. Tu ne peux pas avoir la paix si tu vis divisé à l'intérieur. La force que tu admires tant chez les autres ne naît pas de la perfection, mais de la capacité à s'aligner avec ce qu'ils considèrent essentiel, même si cela est inconfortable ou implique de perdre quelque chose à court terme. Être cohérent ne signifie pas être inflexible ou rigide, mais avoir le courage de défendre tes principes même quand personne ne regarde. Il est facile de prêcher des convictions en public. Ce qui est difficile, c'est de les défendre quand il te convient de les trahir. La congruence s'entraîne dans chaque décision quotidienne. Dire non, même si tu crains de déplaire, reconnaître une erreur sans la déguiser, agir selon tes valeurs, même si l'environnement te pousse dans une autre direction. Ce n'est pas une question de moralité superficielle, mais de stratégie de vie. Chaque fois que tu choisis d'être cohérent, tu renforces ton identité, tu augmentes ton respect de soi et tu deviens une personne prévisible pour ce qui est important et mystérieuse pour ce qui est superflu. Souviens-toi de cette phrase. La cohérence, bien qu'elle dérange, te rend indestructible à l'intérieur. Les conséquences de vivre sans cohérence sont évidentes. Anxiété, fatigue, manque de direction et relations basées sur la commodité plutôt que sur le respect. Au contraire,
Quand il existe une correspondance réelle entre ce que tu penses, dis et fais, tout s'imbrique. Tes mots pèsent plus, ta présence inspire confiance et ton énergie se multiplie parce que tu ne la dépenses pas à soutenir des personnages. La cohérence est invisible pour l'œil pressé, mais impossible à ignorer pour celui qui sait regarder. L'admiration sincère surgit lorsque les autres perçoivent que tu es maître de tes choix, non esclave des circonstances. Il n'y a rien de plus magnétique que de voir quelqu'un agir par conviction, non par réflexe. Décider avec cohérence exige de renoncer au confort des raccourcis. C'est un pari à long terme. Tu perds des applaudissements immédiats, mais tu gagnes en crédibilité et en paix. Il n'y a rien de plus coûteux que de se trahir pour plaire. Chaque fois que tu choisis entre la commodité et l'intégrité, souviens-toi que ce que tu choisis définit le type de personne que tu deviens. Fais de la cohérence ton filtre. L'authenticité ne se proclame pas, elle se démontre. Le respect de soi est la base de tout véritable magnétisme. Si tu veux de l'autorité, commence par être le premier à avoir confiance en toi. Ne cherche pas à être compris à tout prix. Sois fidèle à ce que tu penses et agis en conséquence. La cohérence n'est pas négociable si tu veux un véritable pouvoir et un respect durable. 5. Libère-toi du besoin d'approbation. Personne ne devient libre tant qu'il attend la reconnaissance. Le désir d'approbation est une chaîne que tu traînes même lorsque tu crois avancer, une dépendance si dissimulée que tu la confonds avec le besoin d'appartenance, avec la cordialité, avec être une bonne personne. Mais la vérité est plus inconfortable. Ce que tu cherches à l'extérieur révèle ce qui te manque à l'intérieur. Chaque fois que tu adaptes tes mots pour t'intégrer, que tu modifies ta posture pour être accepté, que tu réprimes une opinion par peur d'être jugé, tu négocies ton authenticité contre une paix momentanée. Tu te convaincs que c'est normal, que toute relation nécessite un certain degré d'adaptation, mais derrière chaque concession inutile se cache une renonciation à l'essentiel de toi-même. Ce n'est pas de la gentillesse, c'est de la peur déguisée en diplomatie. Observe-toi avec honnêteté. Combien de tes actions sont conçues pour éviter le rejet? Il y a une anxiété silencieuse qui te pousse à chercher des signes d'approbation dans les gestes, dans les regards, dans les commentaires des autres. Ton esprit interprète chaque silence comme une menace, chaque critique comme une sentence, chaque indifférence comme un échec personnel. Tu vis en fonction des réactions extérieures et dans ce processus, tu perds le nord. Ce n'est pas que tu ne sais pas qui tu es, c'est que tu crains de ne pas plaire si tu te montres sans filtre. Tu as appris à mesurer ta valeur en fonction de la réponse des autres, et cette habitude est devenue une prison invisible. La paradoxe est brutale. Plus tu cherches à être accepté, plus tu t'éloignes de toi-même. Le besoin d'approbation est le filtre déformant qui transforme ton caractère en une caricature de ce que tu pourrais être. Te libérer de ce mécanisme exige un regard implacable sur tes propres insécurités. Il ne suffit pas de comprendre intellectuellement que la validation externe est fragile. Tu dois confronter la peur de te retrouver seul, le vide qui apparaît lorsqu'il n'y a ni témoin ni applaudissement. C'est là que se dévoile la racine de ta dépendance. Le désir d'être approuvé est le résultat d'années à éviter la douleur de ne pas être suffisant, de ne pas se démarquer, de passer inaperçu. Ce n'est pas de ta faute de l'avoir appris, mais c'est ta responsabilité de cesser de le cultiver. Si tu ne romps pas ce cycle, tu te condamnes à exister en fonction des attentes des autres. Souviens-toi de ceci. Vivre pour plaire est la manière la plus efficace de te trahir. L'entraînement pour se libérer commence petit. Dire ce que tu penses, même si cela dérange, maintenir une décision, même si tu perds des sympathies, garder ta posture, même si tu fais face à des regards de désapprobation. Tu souffriras du vertige de la désapprobation, tu ressentiras le poids de l'isolement psychologique, mais c'est là que se forge la présence réelle. Personne n'admire celui qui cherche à plaire. Tout le monde se souvient de celui qui se tient sans trembler. Ta voix intérieure est la seule référence fiable. L'approbation que tu cherches à l'extérieur est un mirage. Plus tu la poursuis, plus tu en as besoin. Lorsque tu choisis l'authenticité,
Lorsque tu prends le risque d'être fidèle à ton jugement, même si tu n'es pas compris, tu découvres une liberté qui ne dépend ni des circonstances, ni de l'humeur des autres, ni des tendances du moment. Ne confonds pas adaptabilité avec servilité. Tu n'as pas besoin d'être bien vu pour avoir de la valeur. L'autorité personnelle se construit en renonçant à l'addiction de plaire. La force intérieure se construit en supportant l'inconfort d'être mal compris, la tension de ne pas s'intégrer. Le respect véritable naît lorsque tu laisses clairement entendre que tu ne vas pas négocier l'essentiel, même si cela implique de perdre des opportunités superficielles. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la dignité. La liberté commence lorsque tu cesses de demander la permission. C'est une phrase à retenir lorsque l'insécurité te tente de te déguiser en ce que tu n'es pas. La libération de l'approbation des autres ne se produit pas d'un coup, mais chaque fois que tu choisis l'authenticité plutôt que l'acceptation, tu gagnes un peu plus de poids intérieur. Il ne s'agit pas de vivre en confrontation ni de mépriser les autres, mais de prioriser la loyauté envers ton propre jugement au-dessus de tout applaudissement temporaire. L'admiration véritable arrive lorsque tu es inébranlable face aux fluctuations des opinions extérieures. L'essentiel est simple, tu préfères le respect de soi à l'approbation collective. C'est la seule façon de devenir réellement magnétique, car ce que tu es ne dépend pas de ce que les autres veulent voir, mais de ce que tu choisis de soutenir. 6. Choisis l'essentiel, écarte le superflu. Un certain matin, à la table d'un café quelconque, tout semble être disposé pour que la distraction prenne le contrôle. Des tasses à moitié pleines, des notifications qui vibrent sans relâche, des conversations croisées et le bourdonnement constant de nouvelles que personne n'a demandé. La scène est saturée de stimuli superposés, comme si chaque objet et chaque son rivalisaient pour attirer ton attention, te volant de petits fragments d'énergie à chaque seconde qui passe. Tu regardes autour de toi et vois des visages fatigués, des yeux qui sautent d'un écran à l'autre, des mains agitées qui ne lâchent pas le téléphone, même lorsque le café arrive. L'air est chargé d'une anxiété invisible, celle-là même qui te pousse à vérifier, à répondre, à ne rien manquer de ce qui se passe à l'extérieur, même si à l'intérieur, tu es en train de te vider. Dans cette atmosphère, l'essentiel se perd, se dilue dans une succession interminable de détails qui ne signifient rien. L'épuisement n'est pas physique, il est mental et émotionnel. Chaque décision en attente, chaque message sans importance, chaque tentative de plaire te dépouille de ta clarté, jusqu'à ce que tu deviennes une version dispersée de toi-même, piégée dans le accessoire. Cette surcharge n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'un esprit qui n'a pas appris à filtrer. Ne pas savoir choisir l'essentiel et écarter le superflu est la plus grande fuite d'énergie du caractère. Chaque fois que tu dis oui à une distraction, à une conversation vide, à une tâche qui ne t'apporte rien, tu dis en réalité non à ce qui devrait te définir. Ainsi, la volonté s'affaiblit. Tu cèdes un peu ici, un peu là. Et quand tu t'en rends compte, tu es esclave d'engagements mineurs qui t'empêchent d'avancer vers ce qui compte vraiment. C'est comme remplir un sac à dos de pierres d'autrui et ensuite se plaindre du poids. Celui qui ne sélectionne pas se noie dans le trivial. Et le monde moderne est expert pour t'envahir de trivialités, en les déguisant en urgentes, importantes, indispensables. Le piège est sophistiqué. Tu t'habitues à vivre de manière réactive, à distribuer ton attention comme une aumône, à confondre activité et signification. Tu perds le contrôle non pas parce que l'environnement est trop chaotique, mais parce que tu n'as pas eu le courage de prioriser. Le stoïcisme exige de toi une rigueur différente. Regardez chaque stimulus, chaque demande, chaque désir avec une question directe. Est-ce que cela ajoute ou enlève ? Et avoir la discipline de te débarrasser sans culpabilité de ce qui ne contribue pas à ton essence. C'est inconfortable au début, car cela implique de décevoir des attentes, de lâcher la tentation de te sentir indispensable et de supporter la peur de ne pas être partout. Mais la différence entre ceux qui avancent et ceux qui tournent en rond réside dans cette sélection quotidienne.
Celui qui choisit l'essentiel investit son énergie comme une ressource sacrée. Celui qui la gaspille dans le superflu finit épuisé et vide, même si son agenda semble plein. Le véritable pouvoir réside dans la capacité de dire non, de laisser passer, de maintenir l'espace vide jusqu'à ce que tu l'occupes avec quelque chose qui ait du sens. C'est la forme la plus concrète de respect de soi. Regarder quelqu'un qui a appris à écarter l'accessoire, c'est réaliser ce que signifie la présence. Il ne se déplace pas sous pression, ne répond pas à tout, ne justifie pas chaque absence. Ses gestes sont précis, ses mots peu nombreux. Son attention est un cadeau rare. Tu peux sentir le poids de sa clarté dans la manière dont il regarde ou dans la façon dont il maintient une pause sans anxiété. Cette personne transmet quelque chose qu'on ne peut pas feindre. Elle sait ce qu'elle veut protéger et ne se laisse pas égarer par ce qui n'a pas d'importance. Être sélectif n'est pas de l'arrogance, c'est de l'intelligence émotionnelle et un rigorisme existentiel. La vie ne récompense pas celui qui se disperse, mais celui qui choisit avec fermeté. L'essentiel te soutient, le superflu te fragilise. Que cette phrase te poursuive chaque fois que tu doutes entre t'impliquer ou te retirer. Ne te méprends pas. Choisir l'essentiel n'est pas une posture esthétique ni un caprice philosophique. C'est une question de survie mentale dans un environnement qui veut te voir dispersé. Chaque fois que tu élimines une distraction, que tu cesses de te justifier, que tu priorises ton énergie pour ce qui compte vraiment, tu récupères un morceau de ta liberté. Tu n'as pas besoin de le faire parfaitement. Tu as besoin de commencer à filtrer, à défendre ton espace intérieur, comme la ressource la plus précieuse que tu possèdes. La force de ta présence ne dépend pas de combien de choses tu embrasses, mais de combien tu es capable d'écarter. Choisis l'essentiel, même si cela fait mal. Écarte le superflu, même si on t'accuse d'être froid. La clarté est plus puissante que n'importe quel charisme forcé. Celui qui protège l'essentiel n'a pas besoin d'ornement. Sa vie parle d'elle-même. 7. Cultiver la fermeté sans chercher la confrontation. Lors d'une réunion de travail, dès qu'une personne propose une idée controversée, l'atmosphère se tend. Les visages se durcissent, les mains se ferment sur la table, les yeux cherchent des alliés. Certains se précipitent pour interrompre, pour contredire, pour faire savoir qu'ils ne comptent pas céder. D'autres, plus silencieux mais tout aussi rigides, croisent les bras et lancent des regards de désapprobation. Le groupe se divise entre ceux qui veulent avoir raison et ceux qui cherchent simplement à ne pas rester en arrière. Au milieu de cette lutte invisible, la discussion devient un concours d'ego, un défilé d'arguments chargés plus de fierté que de substance. Le résultat est toujours le même, épuisement, ressentiment et ce sentiment amer d'avoir perdu plus que ce que l'on gagne, même si vous gagnez la discussion. Vous vous vendez le mensonge que défendre votre position bec et ongle est un signe de force, alors qu'en réalité, c'est la peur de paraître faible, que votre valeur dépende de céder 1 millimètre face aux autres. Vous ne l'acceptez pas parce que c'est inconfortable, mais le besoin de confronter chaque provocation n'est qu'une autre forme d'insécurité. Vous avez confondu fermeté avec dureté, et, pire encore, vous croyez que vous n'êtes respecté que si vous marquez votre territoire chaque fois qu'une différence surgit. Ce n'est pas du caractère, c'est une réaction infantile. Ce qui vous manque, c'est le courage d'être ferme, sans avoir besoin de heurter. Parce que la véritable fermeté n'a pas besoin de cris, ni de gestes imposants, ni de cet air défiant que vous adoptez lorsque vous voulez faire comprendre que personne ne vous marchera dessus. La véritable fermeté se maintient dans le silence et la cohérence. Vous ne vous laissez pas entraîner, vous ne vous diluez pas dans l'approbation des autres, mais vous ne perdez pas non plus de temps ou d'énergie dans des combats inutiles. Celui qui se sent obligé de confronter tout ce qui le dérange est au fond un otage de sa propre fierté. Pensez, combien de fois avez-vous terminé une discussion avec la bouche sèche, le pouls accéléré et le vide de savoir que vous n'avez rien gagné? Vous défendre à chaque instant vous épuise et vous affaiblit, car votre énergie se disperse dans des guerres sans sens.
La véritable fermeté est inconfortable, car elle exige de renoncer à cette satisfaction immédiate d'avoir raison et de choisir la discipline de maintenir votre position sans chercher la bagarre. Ce n'est pas de la soumission, c'est une stratégie. Celui qui sait ce qu'il vaut n'a pas besoin de le prouver à chaque échange de mots. La personne ferme fait clairement connaître sa limite de manière sereine et, lorsque c'est nécessaire, se retire sans scandale, sans dramatiser. C'est la différence entre avoir du caractère et simplement en faire semblant. Certains croient que le respect est une question de volume, de s'imposer, de ne jamais céder. Faux. Le véritable respect se construit à partir de la prévisibilité. Vous êtes quelqu'un avec des limites claires, mais vous n'êtes pas une menace gratuite. Votre énergie n'est pas à vendre pour n'importe quelle provocation. Se retirer n'est pas céder, c'est prioriser votre paix. C'est une phrase que vous devez vous tatouer mentalement chaque fois que l'orgueil vous tente d'entrer dans une bataille inutile. Accepter que vous n'avez pas à gagner toutes les discussions est une preuve de contrôle brutal sur votre ego. Celui qui maîtrise ses émotions peut soutenir le regard de l'autre, écouter le désaccord et décider s'il vaut la peine de répondre ou si la meilleure victoire est de partir intact. Ne cherchez pas la confrontation comme si c'était un test de force. La fermeté sans confrontation est pouvoir. Celui qui ne tombe pas dans le piège de la réaction automatique projette quelque chose de rare, une autorité silencieuse. Vous êtes respecté parce que vous choisissez vos batailles, parce que vous ne vous épuisez pas dans l'accessoire et parce que votre valeur ne dépend pas de l'opinion des autres. Vous n'êtes pas une statue froide, ni un mur immuable. Vous êtes quelqu'un qui a entraîné la discipline de mettre son énergie là où cela compte vraiment. Personne ne se souvient de celui qui crie le plus fort. Tout le monde admire celui qui sait quand parler, quand se maintenir et quand se retirer. Ne vous trompez pas, le désir de confronter tout est une faiblesse déguisée en force. La prochaine fois que vous ressentirez cette impulsion, rappelez-vous que la fermeté n'a pas besoin de témoins ni d'applaudissements. Elle se manifeste dans votre capacité à rester présent sans céder, sans attaquer et sans vous justifier. La véritable force est de choisir le silence lorsque l'ego cherche du bruit. C'est la base de la véritable autorité. Le reste n'est que du théâtre bon marché. 8. Ta valeur ne dépend pas d'être vue. L'admettre est difficile, mais c'est la vérité. Une grande partie de ce que tu fais, penses et même désires est contaminée par le besoin d'être vu. Ce n'est pas seulement une question d'ego superficiel, c'est une structure psychologique profonde qui te traverse et conditionne presque chaque mouvement. Cela fonctionne comme un détecteur interne d'approbation, toujours en alerte, scannant l'environnement à la recherche de signaux de reconnaissance, attendant une validation qui confirme que tu existes, que tu comptes, que ta présence importe. C'est inconfortable de l'accepter car cela déconstruit l'image d'indépendance que tu aimes maintenir. Cependant, même dans les gestes les plus quotidiens, la façon dont tu choisis tes mots, la manière dont tu t'habilles, le type d'opinion que tu te permets de partager, cette anxiété silencieuse de laisser une empreinte, d'assurer que tu ne passes pas inaperçu, s'infiltre. Ce mécanisme est si subtil que tu finis par le confondre avec l'ambition, avec la sociabilité, avec sortir de ta zone de confort, alors qu'en réalité, c'est une dépendance qui mine ta force de l'intérieur. Analyser la racine de ce besoin révèle un schéma simple. Tant que ta valeur dépend de si tu es vu, ton état mental sera à la merci de facteurs que tu ne peux pas contrôler. L'esprit, entraîné depuis l'enfance à rechercher des signaux externes d'approbation, finit par associer la visibilité à la survie émotionnelle. Le problème est que cette habitude te laisse vulnérable, car chaque fois que tu ne reçois pas l'attention attendue, tu sens que ta valeur personnelle diminue. C'est comme lier ton estime de soi à une bourse volatile, où chaque fluctuation extérieure t'affecte. Tu finis par surdimensionner l'importance de chaque regard, de chaque commentaire, de chaque geste de reconnaissance. Et tu deviens accro à des stimuli qui, au fond, ne te nourrissent pas.
Le désir d'être vu se transforme en une fuite constante d'énergie. Tu investis du temps, de l'attention et même ton authenticité pour maintenir une présence qui plaise ou impressionne, même si le prix est ta paix mentale. La conséquence directe est une forme d'épuisement très concrète. Tu commences à calibrer tes actions en fonction de l'effet attendu sur les autres, non selon ce que tu considères comme juste ou nécessaire. Ce calcul perpétuel transforme tes décisions en réponses réactives, non en choix libres. Ainsi, la peur de passer inaperçu te pousse à surjouer, à combler des silences inconfortables, à exagérer des réussites ou à feindre des certitudes que tu n'as pas. Ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que ce type d'exposition fatigue, épuise et surtout vide. Chaque geste orienté vers le fait d'être vu affaiblit ta présence réelle, car il te déconnecte de ton propre jugement et te rend otage du regard des autres. La stratégie stoïque est claire, dissocier la valeur personnelle de la visibilité. Comprendre que la force du caractère ne dépend pas de qui t'observe, mais de la qualité de tes décisions quand personne ne regarde. Le respect durable ne découle pas de l'effort pour impressionner, mais de la cohérence silencieuse que tu maintiens en privé. Ici, la clé est d'entraîner l'esprit à trouver satisfaction dans le processus lui-même, non dans les réponses externes. Lorsque tu t'habitues à agir par conviction et non par attente, tu récupères l'énergie qui s'échappait auparavant dans la quête d'approbation. Cette énergie, accumulée jour après jour, se transforme en présence authentique. Tu n'as pas besoin d'être vu pour avoir de la valeur. Ta simple manière d'être et de décider transmet déjà de l'autorité. Ce détachement n'est pas de l'insensibilité ni de l'isolement. C'est un filtre conscient qui te protège de la manipulation sociale et de l'épuisement psychologique que cela implique de vivre en fonction de l'opinion des autres. Le véritable magnétisme est une conséquence, non un objectif. Moins tu dépends d'être remarqué, plus tes actions ont du poids. Il ne s'agit pas de devenir invisible, mais de cesser d'hypothéquer ton identité en échange d'attention. Le respect de soi vaut plus que 1000 regards extérieurs. C'est une phrase à ancrer chaque fois que l'insécurité te pousse à rechercher le devant de la scène. La véritable valeur est interne et n'a pas besoin de témoins. L'essentiel se construit dans la solitude et se maintient en public sans demander la permission. Apprendre à se passer du besoin d'être vu est le premier pas pour que, lorsque tu décides d'apparaître, ta présence ait un impact impossible à ignorer. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. À un certain âge, la vérité devient impossible à ignorer. Tu portes un poids que tu n'as pas choisi, mais que tu continues à porter. Appelons cela le sac à dos invisible, cet ensemble d'exigences, de ressentiments et d'attentes qui, avec le temps, sont devenus presque aussi naturels que respirer. Tu te lèves et la comparaison t'attend déjà, guettant sur chaque réseau social, à chaque réunion. Le contrôle te séduit avec le mensonge que tout dépend de toi, tandis que l'énergie s'échappe par des liens qui n'apportent plus rien, mais que tu tolères par habitude ou par peur. L'idée que seule la perfection te rendra suffisant te poursuit. Le ressentiment s'enquiste comme une dette interne jamais réglée, et parmi tout cela, l'opinion des autres dicte le rythme de tes décisions. C'est le coût silencieux de vivre sans remettre en question les filtres mentaux que tu as hérités ou adoptés sans t'en rendre compte. Le stoïcisme, loin d'être une théorie froide ou distante, est un entraînement brutalement honnête. Il ne te promet pas de réconfort facile, mais une manière radicale de lâcher ce qui ne t'appartient pas. Celui qui ne lâche pas l'inutile se condamne à le traîner. La vérité est que le calme ne se conquiert pas. Il se retrouve lorsque tu oses laisser tomber ce qui est superflu. Aujourd'hui, nous n'allons rien ajouter à ta vie,
mais enlever ce qui n'aurait jamais dû rester. Prêt à examiner ce que tu portes et à décider, une bonne fois pour toutes, ce que tu mérites de lâcher? 1. Arrête de te mesurer aux autres. Arrête de te mentir. Te comparer aux autres est un piège mental qui te maintient faible et épuisé. Peu importe combien tu rationalises cela ou combien d'excuses tu trouves pour continuer à mesurer ta vie par rapport à celle des autres, la comparaison chronique ne te rendra jamais meilleur ni plus heureux. Elle te maintient simplement piégé dans une insatisfaction sans fin. Si après tant d'années tu continues à jeter un coup d'œil envieux à la vie des autres, te demandant pourquoi quelqu'un a plus, semble avoir plus ou arrive en premier, alors il est temps de reconnaître que ce mécanisme te vole la vie minute après minute, et tu le permets. La vérité inconfortable est que personne ne viendra te sauver de cette anxiété, car c'est une blessure auto-induite, une dette émotionnelle que tu continues à payer au détriment de ta paix. Le stoïcisme est clair. Ta valeur ne dépend pas de la position que tu occupes dans une file imaginaire. Tu n'es pas un produit qui se dévalue parce que quelqu'un d'autre semble avancer plus vite. Toi seul décides du poids que l'obsession de te comparer aura sur tes épaules. Si tu veux être libre, lâche ce fardeau. Personne ne te l'enlèvera. Tu dois le jeter toi-même. Tu n'es pas plus digne d'avoir plus de réalisation, ni plus en échec, parce que tu avances à un rythme différent. C'est le mensonge qui nourrit le monde moderne et qui s'immisce dans ton esprit chaque fois que tu ouvres un réseau social ou entends l'histoire de quelqu'un d'autre. Mais la véritable fracture du caractère se produit lorsque tu acceptes de vivre à travers la mesure des autres. Chaque fois que tu te compares, tu deviens ton propre geôlier. Tu serres toi-même les menottes qui t'empêchent de bouger avec authenticité. Le stoïcisme t'invite à regarder à l'intérieur et à reconnaître que ta bataille n'est pas avec le monde, mais avec ce filtre mental qui déforme tout ce que tu vois de toi. À quoi bon s'entraîner pendant des années pour plaire aux autres ou surpasser autrui si tu ne t'es jamais demandé ce que tu veux vraiment sans ce bruit extérieur? La comparaison est une dette interminable, un investissement émotionnel qui ne se récupère jamais. La maturité ne se mesure pas en réalisation ni en applaudissements, mais dans la capacité à lâcher ces chaînes invisibles. Accepter que tu n'as rien à prouver est le premier pas vers la paix intérieure. Ce n'est pas de la résignation, c'est un véritable pouvoir. Quand tu cesses de t'obséder sur la façon dont les autres s'en sortent, tu récupères l'énergie gaspillée et l'utilises pour ce qui est uniquement sous ton contrôle, tes propres décisions, ton propre processus. Arrête de donner ton estime de soi au hasard de l'extérieur. Il n'existe aucune version idéale de toi que tu dois atteindre pour être suffisant. Tu es suffisant quand tu oses cesser de te mesurer, quand tu arrêtes de négocier ta valeur chaque fois que tu regardes vers l'extérieur. Ne tombe pas dans l'auto-illusion de penser que la comparaison est un moteur de croissance. C'est juste une autre excuse pour continuer à éviter la responsabilité de te concentrer sur toi. La véritable croissance se produit lorsque tu cesses de voir la vie à travers les yeux des autres et que tu commences à la regarder à travers ta propre conscience. La comparaison est le poison lent de la maturité. Lâche ce poids maintenant ou tu le traîneras jusqu'à la fin. Personne ne peut porter ce sac à dos pour toi. Ce que tu fais de ta vie parle plus fort que n'importe quelle médaille d'autrui. Il est temps d'arrêter de te mesurer et de commencer à vivre sans ce fardeau inutile. 2. Lâche le contrôle qui ne t'appartient pas. Ta journée commence avec un emploi du temps chargé. Tu consultes ton téléphone à peine les yeux ouverts. Il y a déjà des messages, des rappels, des choses à résoudre, des tâches qui ne cessent de se multiplier. Tu sors de chez toi avec la sensation que tu dois anticiper tout. Le trafic, la réunion, l'appel que tu ne peux pas oublier, l'inquiétude pour ce qui pourrait mal tourner. Tout au long de la journée, chaque détail devient un nouveau front de bataille. Si tu es en retard, tu t'inquiètes. Si quelqu'un ne répond pas comme tu l'espérais, tu te déséquilibres. Si les plans changent, le malaise grandit. Tu sens que tu dois être sur tout, comme si ta vigilance constante pouvait éviter les problèmes, garantir des résultats, assurer que le monde tourne à ton rythme.
Le corps vit tendu, l'esprit occupé à imaginer des scénarios, calculant chaque mouvement, accumulant une pression silencieuse qui ne se dissipe jamais tout à fait. C'est le prix invisible d'essayer de contrôler ce qui ne t'appartient pas. La racine de cet élan est plus profonde qu'il n'y paraît. Il ne s'agit pas seulement d'être responsable ou de vouloir que les choses se passent bien. C'est une réponse apprise, un mécanisme qui s'active chaque fois que l'environnement menace de te submerger. Le contrôle est un refuge illusoire, une promesse de sécurité qui ne se réalise jamais. Nous nous convainquons que si nous surveillons chaque détail, si nous anticipons chaque erreur possible, nous pourrons éviter la souffrance. Mais le stoïcisme te confronte à une vérité inconfortable. Peu importe combien tu essaies de dominer l'extérieur, la seule chose que tu peux vraiment gouverner est ton interprétation, ton attitude et tes décisions. Tout le reste est hors de ta portée réelle. Croire le contraire ne fait qu'accroître l'anxiété et la fatigue, car la vie trouve toujours un moyen de te rappeler que tu n'es pas maître du résultat, à peine de l'effort que tu fournis. Bien souvent, l'obsession du contrôle naît de la peur. Peur de l'incertitude, de perdre quelque chose d'important, de subir une déception. Mais ce qui commence comme une quête de protection finit par devenir une prison. Le perfectionnisme, l'incapacité à déléguer, la rigidité face au changement, le besoin de réponses immédiates. Ce schéma mental devient si naturel que nous ne le remettons même pas en question. Nous supposons simplement que cela doit être ainsi, que c'est notre devoir de tout porter. Cependant, chaque fois que tu essaies de forcer ce qui ne dépend pas de toi, tu te fragmentes un peu plus à l'intérieur. L'énergie que tu dépenses pour l'impossible est une énergie que tu voles à ton bien-être, à ta capacité d'être présent, à ta paix mentale. Le contrôle est un fardeau silencieux, mais il pèse comme une dette que tu ne termines jamais de rembourser. Lâcher le contrôle ne signifie pas se résigner ni cesser d'agir. Cela signifie reconnaître la limite entre ce que tu peux influencer et ce que tu ne peux pas. C'est un exercice de maturité, d'accepter que le monde ne va pas s'adapter à tes plans et que, peu importe tes efforts, il y a des facteurs qui ne seront jamais sous ton contrôle. La liberté commence lorsque tu cesses de négocier avec la réalité et que tu apprends à te mouvoir dans ce que tu peux vraiment choisir. Tu n'as pas besoin d'avoir la carte complète avant d'avancer. Il suffit de faire le prochain pas qui dépend de toi. Te libérer du contrôle des autres fait la différence entre vivre épuisé et vivre en paix. Le jour où tu décides de cesser de te battre dans des batailles que tu ne peux pas gagner, tu retrouves une force que tu ne savais même pas avoir perdue. Le calme ne se trouve pas dans la domination absolue, mais dans la capacité de lâcher ce qui n'a jamais été à toi. Arrête de gaspiller ta vie dans l'incontrôlable. Choisis ta bataille. C'est ça, le véritable pouvoir. 3. Éloigne-toi des liens qui drainent ton énergie. Parfois, je me surprends à justifier des relations qui, au fond, je sais qu'elles me drainent. Je rationalise l'épuisement, je minimise le malaise, je me raconte l'histoire que c'est normal de se sentir ainsi parce que tout le monde a des défauts ou parce qu'il n'y a pas de relation parfaite. Mais si je suis honnête, ce que je fais, c'est négocier mon énergie, la donner à des liens qui ne font qu'ajouter du poids et diminuer ma clarté. Il y a un mécanisme psychologique qui s'active lorsque tu tolères l'intolérable. L'habitude dissimule le dommage et la loyauté mal comprise transforme la fatigue en routine. Le stoïcisme ne te demande pas de couper les liens par caprice, mais il exige une lucidité brutale pour voir combien il te coûte de maintenir cette connexion. Persister dans des relations qui t'épuisent, c'est comme porter une dette émotionnelle avec des intérêts croissants. Chaque conversation qui se termine en conflit, chaque rencontre qui laisse un goût amer, chaque moment où ta paix est menacée par l'instabilité des autres, ajoute une couche supplémentaire d'épuisement à ta vie. Et le plus insidieux, c'est que tu t'habitues. Tu commences à croire que c'est ton devoir de porter ce poids, à craindre le vide qui reste si tu prends de la distance, à imaginer que t'éloigner est un acte d'égoïsme ou de lâcheté, alors qu'en réalité, c'est une forme de respect envers toi-même. En décomposant le problème,
La première chose qui apparaît est la tendance à confondre empathie et auto-abandon. Nous avons appris qu'être bon implique de tolérer n'importe quoi, mais le prix est très élevé. En permettant à quelqu'un de franchir les limites encore et encore, tu finis par céder ton espace intérieur, ta capacité à décider comment tu veux te sentir. Ce n'est pas un hasard si, après avoir conversé avec certaines personnes, tu remarques que ton humeur s'effondre ou que l'anxiété s'installe pendant des heures. Il y a des liens qui fonctionnent comme des siphons d'énergie, car ils sont construits sur la plainte constante, la manipulation émotionnelle, la critique déguisée en conseil ou la victimisation chronique. Analyse la dynamique. Si une relation te force à être toujours sur tes gardes, à te justifier ou à réprimer ce que tu penses pour éviter le conflit, alors ce n'est pas un lien, c'est une corde qui t'attache à une version plus petite de toi-même. L'épuisement n'est pas toujours évident. Parfois, il s'infiltre dans de petites concessions quotidiennes, dans des silences imposés, dans le renoncement à ton authenticité pour maintenir le confort des autres. Le résultat est prévisible. Tu commences à t'éteindre, tu deviens moins créatif, moins patient, moins capable de profiter de la simplicité. C'est ici que le stoïcisme apporte une coupure nette à l'auto-tromperie. Tu ne peux pas atteindre la paix intérieure entouré de personnes qui cultivent le drame, la plainte ou le mépris subtil. Éloigner des liens qui drainent ton énergie n'est pas un acte de froideur, c'est une décision de maturité émotionnelle. C'est comprendre que ton bien-être a un prix et que tu ne peux pas le donner simplement pour éviter le conflit ou la culpabilité. Personne ne viendra te sauver des relations que tu choisis de maintenir. Insister sur ce qui est malsain est un sabotage silencieux. Rompre ce cycle est un acte de responsabilité. La véritable loyauté commence avec toi. Si la balance penche toujours vers l'épuisement, la distance est une forme de soin de soi, pas d'indifférence. Ton énergie est limitée. Investis-la là où tu fleuris, pas là où tu flétris. Il ne s'agit pas de chercher des liens parfaits, mais de reconnaître lesquels favorisent ta croissance et lesquels te tirent vers la stagnation. Accepter que tu mérites des relations qui ajoutent, pas qui soustraient, est une rupture dans la narration de l'autosuffisance forcée. Au final, le bien-être dépend moins de la quantité de personnes autour de toi que de la qualité des liens que tu choisis de conserver. La maturité exige un filtre plus rigoureux. Seul ce qui nourrit demeure. Le reste, même si cela fait mal, vaut mieux le lâcher. 4. Permets-toi d'être imparfait aujourd'hui. Un nouveau cahier quand tu es enfant semble invulnérable, la couverture rigide, le papier intact, tout en ordre attendant que tu le remplisses de lettres parfaites. Mais il suffit de la première tache d'encre, du premier trait tordu ou d'une feuille arrachée pour que commence le défilé de petites frustrations. La tentation est de déchirer la page, de dissimuler l'erreur, de faire semblant que le cahier reste impeccable. Ainsi, nous vivons l'âge adulte, défendant une propreté mentale et émotionnelle impossible, nous forçant à effacer chaque défaut, à cacher chaque échec, comme si la vie était ce cahier qui ne peut jamais se tacher. Mais la réalité mature ressemble beaucoup plus à un carnet avec des ratures, des coins pliés et des annotations en marge. Chaque imperfection est le témoin de ton humanité, non de ton échec. La pression de tout maintenir propre et ordonné est le piège qui t'étouffe. Essayer de corriger chaque erreur te transforme en policier interne qui patrouille tes gestes, tes mots, tes pensées, toujours à la recherche du manque, toujours prêt à te punir de ne pas être à la hauteur d'une version idéale. Le perfectionnisme s'infiltre dans le quotidien de manière presque invisible. Il est dans le geste de relire 3 fois un message avant de l'envoyer, dans l'agacement sourd que tu ressens quand un plan ne se déroule pas comme prévu, dans le regard sévère que tu te lances dans le miroir pour chaque ride ou chaque erreur du passé. Ce n'est pas seulement une exigence externe, c'est une habitude installée dans ton système nerveux, une coutume de serrer les mâchoires et de retenir ta respiration chaque fois que tu crains de ne pas répondre à la norme. Parfois, tu le remarques dans la fatigue qui s'accumule à la fin de la journée,
dans la frustration avec laquelle tu te reproches de ne pas avoir été plus productif, plus patient, plus brillant. D'autres fois, c'est la voix intérieure qui ridiculise tes tentatives, qui te pousse à reporter des rêves par peur de ne pas les rendre parfaits. C'est une usure silencieuse, un filtre qui déforme l'autoperception et te convainc que la vie n'a de valeur que s'il n'y a pas de tâche, si tu peux contrôler chaque résultat, si les autres ne voient jamais tes défauts. Mais la vérité est que la sérénité ne naît pas de la propreté, mais de l'acceptation radicale de l'inachevé. Le stoïcisme ne célèbre pas la médiocrité, mais ne t'exige pas non plus la tyrannie de la perfection. Permettre l'erreur, laisser de l'espace pour l'incomplet, est une forme de maturité qui libère. Quand tu cesses de dépenser ton énergie à cacher ce que tu n'aimes pas chez toi, tu retrouves la capacité de participer à la vie sans peur, d'apprendre sans honte, d'échouer sans entrer en crise. L'authenticité pèse moins que l'obsession pour la correction. Permets-toi d'être imparfait, la vie réelle ne s'efface pas. Cette phrase n'est pas une licence pour la paresse, mais une invitation à respirer plus profondément, à te mouvoir avec moins de culpabilité, à te soutenir lorsque tu échoues au lieu de te punir. Observe les gestes de ceux qui osent se tromper en public. Il y a quelque chose dans leur posture, dans la manière dont ils lâchent un rire après un faux pas, qui transmet une confiance réelle, non feinte. Il ne s'agit pas de résignation, mais de courage pour se montrer tels qu'ils sont, sans trop d'armure. Il y a des jours où tu feras les choses mal et tu survivras. Il y a des mots que tu ne diras jamais de la manière correcte et pourtant tu seras entendu. L'imperfection ne te dévalue pas, elle te rappelle que tu es toujours vivant, apprenant, en mouvement. Si aujourd'hui tu décides de relâcher cette vigilance interne, si tu cesses de te corriger comme si tu étais une erreur ambulante, tu découvriras que le soulagement pèse moins que le remords. Choisis d'être réel plutôt qu'impeccable. La maturité commence quand tu acceptes que ton cahier n'a jamais été destiné à être parfait, mais à être vécu. 5. Libère-toi du poids du ressentiment. Le ressentiment est une chaîne que tu resserres chaque jour de tes propres mains. Personne ne t'oblige à porter ce fardeau, mais tu es toujours là, répétant la même histoire, alimentant la blessure comme si la lâcher était trahir ta propre dignité. Tu te répètes que tu ne peux pas pardonner parce que le mal a été trop grand, que cela ne mérite pas d'être oublié, que lâcher le ressentiment serait laisser l'offense impunie. C'est l'excuse parfaite pour rester ancré dans le passé, gaspillant le présent dans une dette émotionnelle que toi seul continues à payer. Penses-tu vraiment que conserver le ressentiment te protège? C'est exactement le contraire. Chaque souvenir que tu ravives, chaque conversation mentale que tu refais avec colère ou mépris est une dépense d'énergie qui te vide et te flétrit. La personne qui t'a blessé a peut-être avancé, mais toi, tu es resté bloqué, tenant le poison et espérant qu'un jour il agisse sur l'autre, alors qu'en réalité, tu te empoisonnes toi-même. Pardonner n'est pas absoudre l'autre, c'est te libérer de cette prison mentale à laquelle tu t'es condamné. Assez de te cacher derrière le discours de la justice ou de la mémoire. Ce que tu appelles mémoire est obsession, et ce que tu défends comme justice n'est qu'un déguisement pour ton incapacité à guérir. Le stoïcisme est brutalement honnête ici. Tu n'as aucun pouvoir sur ce qui est déjà arrivé. Tu ne peux pas réécrire le mal, mais tu peux décider si tu continues à hypothéquer ta paix en échange d'une amertume répétée. Le ressentiment est le pire investissement émotionnel que tu puisses faire. Tu ne récupères jamais ce que tu as perdu. Et plus tu investis, plus il devient difficile de sortir. Tu n'as pas besoin de te réconcilier avec celui qui t'a fait du mal, ni d'accepter sa version des faits, mais tu as la responsabilité de cesser de contaminer ton présent avec un passé qui ne change pas. Personne ne viendra te demander de lâcher le ressentiment. Personne ne te remettra une clôture parfaite. Cette clôture, tu dois la construire toi-même en te refusant à continuer à payer des intérêts pour une dette qui ne t'appartient pas de porter éternellement. S'accrocher au ressentiment, c'est se refuser la possibilité d'une vie plus légère. C'est comme marcher avec des pierres dans les poches et se plaindre de la fatigue.
L'auto-tromperie la plus courante est de croire que le ressentiment te donne de la force ou de la clarté, qu'il te garde alerte pour ne pas retomber. Ce qu'il réussit, c'est de déformer tes relations futures et de te durcir de l'intérieur. Tu deviens moins confiant, moins ouvert, plus réactif et moins capable de voir le présent sans le filtre de la suspicion. L'autre ne porte pas ton ressentiment, c'est toi qui le portes, tous les jours, et il n'y a aucune vertu là-dedans. Certains disent que le pardon est pour les faibles, mais la vérité est qu'il faut plus de courage pour lâcher le passé que pour continuer à le ruminer. Lâcher le ressentiment est un acte de force. Le maintenir est une faiblesse déguisée en fierté. Choisis de quel côté tu veux être. Ce que tu ne lâches pas te contrôle. La douleur a peut-être été réelle, mais la perpétuer est une décision que tu prends chaque jour. Ne demande pas la paix tant que tu continues à alimenter l'amertume avec tes pensées. Ta sérénité ne dépend pas du fait que l'autre se repente ou te demande pardon. Elle dépend de ta capacité à cesser de t'enchaîner à ce que tu ne peux plus changer. La liberté commence le jour où tu cesses de justifier ton ressentiment et décides, une bonne fois pour toutes, de vivre sans ce poids inutile. Ta dignité ne se mesure pas par les blessures que tu conserves, mais par ta capacité à lâcher ce qui te détruit. Le ressentiment n'est jamais justice, c'est juste un piège qui te vole le présent. Aujourd'hui, tu as deux options. Continuer à traîner cette chaîne ou la briser et avancer. Personne d'autre ne peut le faire pour toi. 6. Arrête de vivre pour plaire au regard des autres. Vivre pour plaire aux autres est une forme lente de suicide psychologique. C'est la vérité que presque personne ne veut entendre, car l'admettre implique d'accepter qu'une grande partie de ton énergie quotidienne n'est pas utilisée pour toi, mais pour soutenir une identité qui n'est pas la tienne. Le mécanisme est brutal. Tu ajustes ton comportement, tes mots et même tes rêves pour correspondre aux attentes des autres, entraînant un muscle d'autonégation qui finit par atrophier ton authenticité. Tu le fais presque sans t'en rendre compte, car l'approbation des autres fonctionne comme une drogue. Au début, elle te procure du soulagement et un sentiment d'appartenance, mais bientôt elle exige des doses de plus en plus grandes, jusqu'à ce qu'un jour tu découvres que tu ne sais pas qui tu es sans cet applaudissement extérieur. Tu deviens expert dans la lecture des gestes, l'anticipation des critiques, l'adaptation de ton ton pour ne pas déranger, mesurant chaque mouvement avec le thermomètre de l'acceptation. Ce qui semble être une adaptation est en réalité un renoncement silencieux à ton autonomie. La racine de ce schéma est souvent enfouie dans une croyance profonde, que la valeur personnelle dépend de la façon dont les autres te regardent, de s'ils te valident, de si tu t'intègres dans la narration collective. C'est une dette émotionnelle que l'on commence à payer dans l'enfance et qui, si tu ne la remets pas en question, t'accompagne jusqu'au dernier jour. La peur du rejet se transforme en une boussole déformée. Elle dirige tes pas, tes décisions, tes priorités. Tu commences à sacrifier ce que tu veux vraiment pour éviter le jugement ou la désapprobation. Et chaque fois que tu cèdes un peu de toi pour plaire, tu renforces la conviction que tu n'es pas suffisant par toi-même. Le résultat est prévisible. Insécurité chronique, anxiété sociale, auto-exigence constante. Le prix caché de vivre pour les autres est que tu deviens un étranger dans ta propre vie. Et cette aliénation interne ne se résout ni avec plus d'applaudissements, ni avec de nouveaux masques. La paradoxe est que plus tu t'efforces de plaire, moins tu te sens authentique et plus tu t'éloignes de ton centre. L'opinion des autres devient un filtre qui déforme ta perception de ce dont tu as besoin ou ce que tu mérites. Tu commences à prendre des décisions en fonction de ce qui est attendu et non de ce qui te construit. L'épuisement est réel. La dépendance aux regards extérieurs crée une fatigue invisible, une lassitude émotionnelle qui ne se répare pas avec du repos physique. Le stoïcisme le dit clairement. Ta dignité ne dépend d'aucun tribunal extérieur, et si tu remets le gouvernail de ta vie aux opinions des autres, tu te condamnes à dériver. La liberté commence quand tu cesses de demander la permission d'être toi.
C'est la ligne qui sépare la maturité superficielle de la véritable maturité. Rompre ce cycle exige une brutalité d'honnêteté. Je ne parle pas d'indifférence ni d'arrogance, mais d'un acte de courage intime. Oser valider ta vie sans demander la permission au monde. Cela implique de supporter les regards de désapprobation, de tolérer l'inconfort de ne pas s'intégrer dans tous les espaces, d'accepter qu'il y aura des gens qui ne t'aimeront pas ou qui te critiqueront même. Mais c'est le prix que tu paies pour retrouver ton intégrité. Personne ne se souvient avec tendresse de ceux qui ont toujours plu, mais on respecte ceux qui ont vécu fidèles à eux-mêmes, même s'ils dérangeaient. La dépendance à l'approbation est une corde invisible qui t'attache à la médiocrité émotionnelle. Plaire à tout le monde, c'est te trahir toi-même. Si tu cherches vraiment la paix, tu devras supporter l'inconfort de ne pas être compris par tous. La véritable autorité sur ta vie est interne. Elle se construit avec chaque décision que tu prends sans attendre d'applaudissements. Le temps que tu passes à plaire est du temps que tu voles à ton authenticité. La maturité consiste à cesser de négocier ton essence pour des miettes d'acceptation. Laisse de côté le regard des autres. C'est seulement ainsi que ta vie commence à t'appartenir vraiment. 7. Remets en question les histoires qui te limitent. Tu te réveilles un lundi et avant même de te lever, ton esprit a déjà commencé à réciter un vieux scénario. Je ne suis pas aussi compétent que je devrais l'être. Il est déjà trop tard pour changer. Je suis sûr que quelque chose va mal se passer aujourd'hui. Je ne suis pas fait pour ça. Tu prépares ton petit déjeuner, mais le dialogue intérieur ne s'arrête pas. Tu interprètes chaque geste des autres comme un signe de désapprobation. Tu répètes mentalement de vieilles erreurs. Tu anticipes des problèmes qui n'existent pas encore. Au fur et à mesure que tu avances dans la journée, chaque opportunité d'agir, de dire ce que tu penses ou d'essayer quelque chose de nouveau est filtré par la même narration automatique. Il ne s'agit pas seulement de peur ou d'insécurité, ce qui dirige réellement tes actions est un ensemble d'histoires que tu répètes depuis des années, presque sans t'en rendre compte. Ces histoires qui ne sont pas nées avec toi, mais que tu as adoptées par héritage familial, expériences douloureuses ou messages sociaux, fonctionnent comme un filtre qui déforme à la fois ce que tu vois de toi et ce que tu crois possible pour ta vie. Le problème est que, tant que tu ne les remets pas en question, ton esprit continue d'agir comme si c'était des certitudes absolues. Analyser ce mécanisme est inconfortable mais nécessaire. La plupart des croyances limitantes ne surgissent pas d'un coup, elles s'installent petit à petit, parfois pour te protéger d'une douleur, d'autres fois parce que quelqu'un t'a convaincu que ce n'est pas pour toi ou que, à ton âge, on ne change plus. Chaque fois que tu as accepté ces phrases sans les soumettre au doute, tu as renforcé une sorte de contrat mental. Tu te prohibes d'essayer, tu te punis de désirer, tu te résignes à vivre à moitié. Le résultat est prévisible. Ta marge d'action se réduit, ta créativité s'atrophie et la vie devient un scénario déjà écrit où tu ne répètes que ce que tu dois être. Ici, le stoïcisme est radicalement clair. Tu ne peux pas transformer ce que tu n'oses pas remettre en question. Si tu n'examines pas les histoires qui opèrent dans ton arrière-plan mental, tu deviens l'acteur d'une pièce que tu n'as pas écrite, mais dont tu peux réécrire la fin. Le poids réel de ces narrations ne réside pas dans leurs mots, mais dans les décisions qu'elles conditionnent. Elles ne te privent pas seulement de possibilités externes, mais de ton droit à décider qui tu es aujourd'hui, au-delà de ce que tu as été ou de ce qu'on t'a dit que tu serais. L'adulte qui vit sans réexaminer ses croyances avance avec un sac à dos rempli de « je ne peux pas, je ne mérite pas, ce n'est pas mon moment ». Et le pire, il ne se rend même pas compte qu'il pourrait laisser ce fardeau à tout moment. Remettre en question les histoires qui te limitent n'est pas un acte de rébellion adolescente, c'est une stratégie de survie mentale. C'est le pas qui sépare la vie prévisible de la vie authentique. Le processus est inconfortable car il exige de l'honnêteté. Identifier quelles phrases, quelles croyances, quelles étiquettes tu traînes et surtout, décider si elles te servent vraiment aujourd'hui. Tu n'as pas à continuer à payer le prix d'une histoire ancienne. En fait, chaque fois que tu oses défier une croyance limitante, par exemple,
essayer quelque chose que tu craignais, dire ce que tu n'as jamais dit, cesser de cacher ton désir de changement. Tu récupères un fragment de liberté que tu avais hypothéqué. Tu n'es pas ton passé, tu es ce que tu décides de remettre en question aujourd'hui. C'est la ligne de démarcation entre la maturité automatique et la maturité consciente. Le stoïcisme ne te demande pas de nier ton histoire, mais de démonter les chaînes invisibles qui t'empêchent d'avancer. La plupart des limites sont internes, pas externes. Tu ne peux te transformer que si tu oses regarder en face la structure mentale qui te maintient petit. Remettre en question n'est pas détruire, c'est choisir. Demande-toi si chaque histoire que tu te racontes te rapproche ou t'éloigne de la vie que tu désires. Tout changement réel commence au moment où tu cesses d'obéir sans réfléchir. Les histoires que tu n'examines pas deviennent ta prison. Celles que tu oses réviser peuvent devenir ton élan. Tu ne dois de loyauté à aucune narration qui t'épuise ou te freine. Ta liberté commence le jour où tu remets en question ton scénario intérieur. C'est ça, mûrir vraiment. 8. Fais de la place pour ta paix intérieure. Je vais être honnête. Il y a des jours où tout ce que je veux, c'est une minute de pause. Mais même dans ces moments-là, je n'arrive pas à éteindre l'inertie mentale. Je m'assois dans le fauteuil, je mets le téléphone de côté, j'essaie de respirer profondément. Mais tout de suite, ma tête commence à passer en revue ce qui manque, ce qui a mal tourné, ce qui pourrait exploser à tout moment. Le corps semble immobile. Mais à l'intérieur, c'est comme si j'étais assis sur un volcan de pensées qui ne s'éteignent jamais. Même lorsque l'environnement est silencieux, l'esprit ne s'arrête pas. Le front reste froncé, les épaules tendues, une gêne sourde installée dans la poitrine. C'est inconfortable de l'admettre, mais la véritable paix n'apparaît pas simplement parce que la journée est terminée ou parce que la maison est devenue silencieuse. Il y a une sorte de suroccupation interne, une habitude de remplir chaque espace avec des tâches à faire, des analyses et des répétitions. Ce n'est pas seulement le bruit extérieur, c'est l'impossibilité apprise d'être en paix avec soi-même, même lorsque le monde n'exige rien à cet instant. Ce qu'on ne te dit jamais, c'est que la paix intérieure n'est pas un état qui arrive simplement parce que tu décides de te reposer ou parce que l'environnement devient favorable. C'est un espace que tu dois construire activement, comme quelqu'un qui nettoie une pièce encombrée d'objets accumulés pendant des années. Chaque petite charge mentale dont nous avons parlé auparavant, la comparaison, le contrôle, les relations toxiques, le perfectionnisme, le ressentiment, l'obsession du regard des autres, laisse des traces, des résidus qui restent collés au fond de ta conscience. Et il ne suffit pas de le comprendre intellectuellement. Le corps le manifeste par des gestes minimes, dans la façon dont tu serres les dents ou dans l'insomnie qui s'infiltre quand tu as le plus besoin de repos. L'entraînement à la paix n'est pas un luxe, c'est une nécessité fonctionnelle. Si tu ne chasses pas délibérément ces résidus, l'anxiété devient ton état naturel, et même le meilleur conseil du monde ne parvient pas à dissiper le malaise. Commence par observer, presque comme si tu étais un étranger regardant ta propre scène. Comment es-tu assis quand tu penses que tu devrais être détendu? Que fait ton visage quand tu essaies de te déconnecter? Combien de temps passe-t-il avant que tu cherches un écran, une tâche, une distraction pour éviter de rester seul avec ce que tu ressens? Le manque de calme n'est pas aléatoire. C'est le résultat d'années d'entraînement de ton esprit à sauter d'inquiétude en inquiétude. Le stoïcisme est brutal à ce point. Si tu ne fais pas de place pour la sérénité, personne ne viendra te l'apporter. Elle ne s'infiltre pas d'elle-même entre les obligations, ni ne se donne par accumulation de réussite. Elle se cultive comme une pratique inconfortable au début, car elle te confronte à tout ce que tu as évité. La paix n'est pas l'absence de problème, c'est la capacité d'être avec soi sans fuir, de maintenir le pouls interne, sans avoir besoin que tout soit résolu. Fais l'expérience, éteins le téléphone, assieds-toi droit, respire et observe ce qui apparaît en premier dans ton esprit. L'inconfort initial est la preuve de combien tu as négligé cet espace. Ce qui surgit, anxiété, ennui, frustration, peur, n'est pas l'ennemi, mais la matière première à travailler.
Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, que tu permets à ces contenus de passer sans rester collés, tu ouvres un petit espace dans la saturation mentale. Tu n'as pas besoin de vider ta tête de pensée, c'est presque impossible, mais tu peux arrêter de nourrir l'impulsion automatique de sauter à la prochaine tâche. Le silence intérieur est un muscle qui s'atrophie par manque d'utilisation. Il faut l'entraîner comme n'importe quelle autre compétence vitale. La paix se construit, elle ne s'attend pas. C'est le point clé. Si tu ne décides pas chaque jour de faire de la place à l'intérieur, les vieilles charges occupent chaque recoin. Ne cherche pas la paix dans la prochaine réussite, ni ne te trompe en pensant qu'elle viendra d'elle-même avec l'âge. La paix est le résultat de lâcher prise, de nettoyer et de protéger ton espace mental avec la même discipline que celle avec laquelle tu prends soin de ton corps ou de ton travail. Celui qui apprend à faire de la place pour la paix apprend à vivre avec moins de peur et plus de présence. Ce n'est pas une récompense, c'est une décision quotidienne. Cela, et seulement cela, est ce qui te permet de te tenir au milieu du chaos. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.